Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose donc une nouvelle explication de texte linéaire. Je vais la faire cette fois-ci sur un mode un petit peu particulier, un peu différent des autres fois. Je vais essayer de faire comme si j'étais en train de préparer le brouillon de mon explication de texte pendant la préparation de l'oral, c'est-à-dire pendant les 30 minutes dont vous disposez pour préparer la question de grammaire, l'explication linéaire et éventuellement vous donner quelques petites notes pour préparer votre entretien. Ici, je vais faire l'explication linéaire, donc le brouillon de l'explication linéaire de première lecture analytique que vous avez de La Princesse de Clèves, la rencontre entre la princesse et le duc au bal. Je répondrai à la question l'expression de la négation entre les lignes 12 à 18, c'est le deuxième paragraphe du texte que vous trouverez dans la description en dessous de cette vidéo. Et je vais partir de mon texte tel que vous l'avez au début de votre oral, c'est-à-dire vierge sans aucune annotation, et je vais l'annoter progressivement au fur et à mesure que je ferai l'explication, de façon à ce que vous voyez à quoi doit ressembler votre texte quand vous avez fini de le préparer et quand vous êtes prêt à passer. Donc on va commencer par l'introduction et la phrase d'accroche. Ici, tout simplement, on peut faire remarquer que la rencontre amoureuse est un passage clé d'un roman dont l'intrigue porte sur les sentiments des personnages, comme c'est le cas de La Princesse de Clèves. La particularité de La Princesse de Clèves, c'est qu'il y a non pas une, mais deux scènes essentielles de rencontre amoureuse. La première entre le prince de Clèves et Mademoiselle de Chartres, celle qui va devenir le personnage éponyme du roman La Princesse de Clèves. Et puis plus tard, alors que la princesse a accepté d'épouser le prince, il va y avoir la rencontre entre cette princesse et le duc de Nemours, qui va être en quelque sorte la rencontre qui va lancer l'intrigue, ou plutôt nouer l'intrigue, puisque c'est elle qui va poser problème. Cet extrait est donc le récit de la rencontre entre le duc et la princesse. Il y a une différence entre les deux scènes de rencontre, puisque alors que la rencontre avec le prince n'était pas un coup de foudre réciproque, ici il va s'agir de la traditionnelle rencontre de coup de foudre réciproque avec des sentiments mutuels. Et puis dans un second temps, l'autre différence, c'est que la première rencontre avait eu lieu à l'écart de la cour, puisqu'elle avait lieu dans une boutique de joaillier. Ici, la rencontre avec le duc de Nemours va avoir lieu en public, sous les yeux de la cour, et avec en quelque sorte la participation de celle-ci. Donc on procéderait ici à la lecture. Elle passa tout le jour des fiançailles chez elle à se parer, pour se trouver le soir au bal et au festin royal qui se faisait au Louvre. Lorsqu'elle arriva, l'on admira sa beauté et sa parure. Le bal commença, et comme elle dansait avec M. de Guise, il se fit un assez grand bruit vers la porte de la salle, comme de quelqu'un qui entrait et à qui on faisait place. Madame de Clèves acheva de danser, et pendant qu'elle cherchait des yeux quelqu'un qu'elle avait dessein de prendre, le roi lui cria de prendre celui qui arrivait. Elle se tourna et vit un homme qu'elle crut d'abord ne pouvoir être que M. de Nemours, qui passait par-dessus quelques sièges pour arriver où l'on dansait. Ce prince était fait d'une sorte qu'il était difficile de n'être pas surprise de le voir quand on ne l'avait jamais vu, surtout ce soir-là où le soin qu'il avait pris de se parer augmentait encore l'air brillant qui était dans sa personne. Mais il était difficile aussi de voir Madame de Clèves pour la première fois sans avoir un grand étonnement. La problématique que l'on va suivre ici est la suivante. Comment l'autrice met-elle en scène la première rencontre de la princesse et du duc ? Et on s'attachera à remarquer à la fois la naissance de la passion et la manière dont on nous décrit la naissance de la passion entre ces deux personnages, et d'autre part, la manière dont la rencontre va avoir lieu sous le regard et presque sous la surveillance de la cour. Donc ce sera nos deux axes. On va commencer par analyser la composition du texte. Donc, dans un premier temps, on va avoir la mise en place du cadre avec l'arrivée du duc qui est ménagé par un certain suspense. C'est l'objet du premier paragraphe.
Dans un second temps, la danse commence et elle a lieu sous le regard de la cour. C'est véritablement la rencontre. Enfin, le texte s'achève sur un dialogue entre le duc de Nemours et la princesse d'une part, et Madame la Dauphine d'autre part. Voilà pour la composition. Donc, on analysera la naissance de la passion d'une part, et d'autre part, on l'a dit, la manière dont cette rencontre se fait sous la surveillance de la cour. On peut remarquer dès les premières phrases la mise en place d'un cadre éclatant, un cadre brillant. On peut le voir avec les mots paré et également un peu plus loin parure. On insiste beaucoup sur la beauté de la princesse de Clèves et le cadre lui-même est assez exceptionnel puisqu'il s'agit d'un bal au Louvre, donc un bal avec un festin royal. Bref, le cadre idéal de la rencontre amoureuse. D'autant que le bal est l'occasion de danser avec un partenaire. On insiste beaucoup sur l'idée de la danse. On peut également noter au passage que ce bal n'est pas anodin puisqu'il s'agit d'un bal qui a lieu pour des fiançailles royales, ce qui là encore vient évoquer l'idée de l'amour avant même que la scène n'ait vraiment commencé. C'est dans ce cadre royal que va commencer l'action, une action vraiment mise en scène avec un effet de suspense dans la phrase suivante. Le bal commença et comme elle dansait avec Monsieur de Guise, il se fit un assez grand bruit vers la porte de la salle, comme de quelqu'un qui entrait et à qui on faisait place. Le fait de ne pas nommer directement le duc de Nemours aménage le suspense et met en scène la rencontre amoureuse. Le grand bruit signale une personne importante et pique la curiosité du lecteur, en même temps que la curiosité évidemment de Madame de Clèves. Le fait qu'on lui fasse place montre bien qu'il va s'agir d'un personnage essentiel. On pense ici un peu au prince charmant de conte, on sent qu'il s'agit d'un protagoniste important. Madame de Clèves acheva de danser, on a encore l'idée de la danse, et pendant qu'elle cherchait des yeux quelqu'un qu'elle avait dessein de prendre, le roi lui cria de prendre celui qui arrivait. Ici, on peut remarquer que la phrase qui commence avec Madame de Clèves, dont on pense donc qu'elle va parler du sentiment de Madame de Clèves ou de son action, ce qu'elle va décider de faire, s'achève sur le personnage du roi. On voit donc que le roi est le personnage qui va prendre en main le destin de Madame de Clèves. C'est finalement lui, sa décision, qui va lancer toute la rencontre amoureuse et finalement par là l'intrigue du roman, en lui criant de prendre celui qui arrivait. Là encore, on ménage le mystère avec la périphrase « celui qui arrivait ». Effet de suspense qui s'achève dans la phrase suivante, elle se tourna et vit un homme qu'elle crut d'abord ne pouvoir être que Monsieur de Nemours. On a ici un effet vraiment de mise en scène presque cinématographique puisque elle se retourne et soudain Monsieur de Nemours apparaît en quelque sorte dans le cadre ou dans le texte. Il est impressionnant de remarquer que Madame de Clèves le reconnaît d'abord, c'est-à-dire immédiatement au sens de l'époque, et qu'il n'y a pas d'hésitation. C'est vraiment un coup de foudre romanesque, un coup de foudre comme dans les romans. Notons aussi ici l'importance du regard. Madame de Clèves cherche des yeux quelqu'un, elle voit Monsieur de Nemours, c'est ça qui va apporter le sentiment amoureux, qui va conduire le sentiment amoureux dans le cœur de chacun des personnages. Monsieur de Nemours ne fait pas une entrée discrète, il fait une entrée remarquée, qui est là aussi mise en scène, avec le qui passait par-dessus quelques sièges pour arriver où l'on dansait. On a l'impression qu'il brave en quelque sorte des obstacles pour arriver jusqu'à Madame de Clèves, ce qui ajoute un côté chevaleresque, on va dire, au personnage.
Commence alors la description, le portrait de chacun des deux personnages. On commence par le prince, puisqu'on a déjà eu un peu celui de la princesse. Le prince, qui en réalité est un duc, mais c'est un terme générique, était fait d'une sorte qu'il était difficile de n'être pas surprise de le voir quand on ne l'avait jamais vu, surtout ce soir-là où le soin qu'il avait pris de se parer augmentait encore l'air brillant qui était dans sa personne. Notons qu'on retrouve l'idée de parure, l'air brillant, donc encore le cadre éclatant, on est en présence de personnages exceptionnellement beaux et remarquables. Notons également il était difficile de n'être pas surprise, la litote qui vient en quelque sorte cacher pudiquement à quel point la passion va se déployer ici. Il est difficile de n'être pas surprise de le voir. En fait, c'est impossible et c'est ce qui va arriver à Madame de Clèves. Notons le féminin de surprise qui montre bien qu'il a ici un sens amoureux. C'est la relation entre un homme et une femme, un couple de roman. En symétrique de ce portrait du prince, on a plutôt l'effet produit par Madame de Clèves. Il était difficile aussi, avec la même formulation sous forme de litote. Donc on a un parallèle entre les deux, un symétrique. Il était difficile aussi de voir Madame de Clèves, avec encore le champ lexical du regard, pour la première fois, sans avoir un grand étonnement. À la surprise répond donc l'étonnement. On remarque ici toutes les hyperboles qui marquent le texte, qui montrent l'éclat de chacun des personnages, et en même temps, par conséquent, l'étendue des sentiments que chacun suscite chez l'autre. C'est véritablement la passion. Le paragraphe suivant, qui porte davantage sur la danse, met en scène à nouveau la passion, mais cette fois-ci à travers les marques que M. de Nemours va en donner. La vue de Madame de Clèves suscite chez lui l'admiration, et il en donne des marques, c'est-à-dire que cela devient visible. Ce n'est pas pour l'instant le cas de Madame de Clèves, ou en tout cas on ne nous le dit pas. Notons à nouveau la beauté dont il avait déjà été question plus haut. Les deux personnages commencent à danser. C'est véritablement la rencontre qui est actée ici. Et ici, la cour intervient. On peut dire que la scène est vraiment proposée comme une scène de théâtre. Il y a vraiment une mise en scène à la fois de la part de la romancière et puis de la part de la cour ici, puisque on a l'impression que toute la cour les regarde alors qu'ils dansent ensemble. Il s'éleva dans la salle un murmure de louanges, et la cour réagit exactement comme un spectacle, en commentant, en applaudissant, en admirant la rencontre entre les deux personnages. C'est-à-dire qu'en même temps que M. de Nemours et Mme de Clèves s'admirent réciproquement l'un l'autre, toute la cour va partager cette admiration. Donc la surprise qui avait été notée ici n'est pas seulement pour les deux personnages qui partagent ce coup de foudre, mais pour l'ensemble de la cour. La cour est ensuite réduite au roi et aux reines. Le roi et les reines étant une expression singulière, puisqu'elle laisse entendre que le roi unique, singulier, serait accompagné de plusieurs reines, ce qui nous rappelle un petit peu le début du roman, et l'idée que le roi est accompagné partout, non seulement de la reine, mais aussi de sa maîtresse. Même si, en l'occurrence, les reines sont également, par exemple, Madame la Dauphine, qui va conduire le dialogue ensuite. La rencontre est bien un coup de foudre romanesque, puisque les deux personnages, nous dit la phrase, ne se sont jamais vus et dansent ensemble sans se connaître. Ils se connaissent sans avoir été présentés et sans avoir prononcé une seule parole. En même temps, ici, donc ça peut très bien être compris évidemment comme un signe de la passion. Ils dansent ensemble sans se connaître.
ils se reconnaissent sans s'être jamais vus. Mais la vraie raison pour laquelle le duc de Nemours et la princesse se reconnaissent sans s'être jamais vus, c'est là encore une fois la cour. C'est leur réputation à la cour, et notamment la réputation du duc de Nemours d'être très versé dans les galanteries, qui fait que Madame de Clèves n'a aucun doute lorsqu'elle le voit et n'hésite pas à le reconnaître comme le duc de Nemours. Donc ici, on a aussi un écho à la question de la réputation à la cour. On peut voir ici encore que le roi et les reines, les puissants, la cour, prennent la direction de l'action, puisque lorsque la danse est finie, ils appellent le duc et la princesse, sans leur donner le loisir de parler à personne. Ils dirigent donc toutes leurs actions et se mettent à les interroger. C'est l'objet du dialogue qui achève le texte, dialogue donc conduit par Madame la Dauphine et qui implique le duc de Nemours et la princesse. Alors qu'on avait eu jusqu'ici la question au discours indirect, on a maintenant le dialogue au discours direct. Monsieur de Nemours fait preuve de galanterie en avouant d'emblée qu'il a reconnu Madame de Clèves comme une personne brillante et éclatante. Pour moi, Madame, je n'ai pas d'incertitude, mais comme Madame de Clèves n'a pas les mêmes raisons pour deviner qui je suis que celles que j'ai pour la reconnaître, je voudrais bien que votre Majesté eût la bonté de lui apprendre mon nom. Il y a ici une forme de flatterie et de galanterie. Je n'ai pas d'incertitude, encore une litote qui veut dire qu'il est absolument certain. Et la phrase suivante qui discrètement glisse le nom de son interlocutrice qu'il a bien identifiée, Madame de Clèves. On a ici une marque de galanterie. C'est donc à la fois un signe de la passion et en même temps le signe que Monsieur de Nemours sait très bien manipuler la conversation à la cour. Il sait dire des choses plaisantes et il manie à la perfection l'art de la séduction. Il a parfaitement maîtrisé sa réponse à la question de Madame la Dauphine qui avait pour but de l'embarrasser. Madame la Dauphine se fait le porte-parole de la princesse alors que le duc de Nemours lui a demandé de la présenter. En réalité, elle n'en fait rien et au contraire met la princesse dans l'embarras en disant « Je crois qu'elle le sait aussi bien que vous savez le sien ». Elle prend donc la parole au nom de la princesse de Clèves sans lui donner le loisir de répondre pour elle-même. Celle-ci répond à son tour « Je vous assure, madame », reprit la princesse de Clèves qui paraissait un peu embarrassée, « que je ne devine pas si bien que vous pensez ». L'embarras de la princesse de Clèves montre bien qu'elle est encore nouvelle pour la cour et qu'elle ne sait pas, contrairement au duc de Nemours, garder son assurance et ne pas paraître embarrassée. On remarquera que c'est ici aussi le premier mensonge de la princesse de Clèves, puisque on nous avait dit à la ligne 7 qu'elle avait parfaitement reconnu le duc de Nemours. Et elle dit ici ne pas l'avoir reconnu. Madame la Dauphine conclut le dialogue en parlant à nouveau à la place de la princesse de Clèves et en assurant que le duc de Nemours a bien été reconnu. Elle donne son nom et elle ajoute à cette information une interprétation de la réaction de Madame de Clèves, une interprétation là aussi galante, puisqu'elle laisse entendre que si Madame de Clèves a voulu faire semblant de ne pas avoir reconnu le duc de Nemours, c'était en quelque sorte une forme de flatterie, une manière de politesse un peu élégante, qui là encore renvoie à la séduction. Il y a quelque chose d'obligeant, quelque chose de poli et d'agréable pour Monsieur de Nemours à ne vouloir pas avouer que vous le connaissez sans l'avoir jamais vu, qui est vraiment la définition du coup de foudre dans le roman. En conclusion, on peut voir que ce texte offre une représentation originale de la rencontre traditionnelle entre les amants. Le coup de foudre est bien réciproque, romanesque, immédiat au premier regard,
mais il est aussi un spectacle ouvert au public qui a lieu sous les yeux de la cour. L'individu est complètement manipulé par la société dans laquelle il évolue. C'est le roi qui a pris la décision de cette rencontre et c'est Madame la Dauphine qui mène l'entretien ensuite, de sorte que les deux personnages ne se sont toujours pas parlé directement l'un à l'autre. C'est donc l'individu qui est manipulé par la société et c'est la société qui met en péril sa morale. Dans le cas de la princesse de Clèves, les principes moraux que sa mère lui a inculqués vont être mis à rude épreuve peu de temps après, puisqu'elle va perdre sa mère et que l'intrigue va commencer, celle qui va partager un personnage entre ses principes moraux qu'elle a reçus de sa mère et l'intrigue amoureuse qui va s'offrir à elle. Dans un second temps, nous allons étudier la négation entre les lignes 12 à 18. La négation peut s'exprimer de manière lexicale, avec des mots négatifs, et elle peut également être exprimée de façon syntaxique. Elle est dans ce cas-là soit totale, soit partielle. La première négation que l'on rencontre dans cet extrait est le ne. Il ne put s'empêcher de donner des marques de son admiration. On remarque que le texte étant dans un lexique, un langage soutenu, un registre soutenu, on n'a pas le pas, il ne put pas s'empêcher de donner des marques de son admiration. C'est un signe de registre soutenu, mais la négation est bien totale. Quand ils commencèrent à danser, il s'éleva dans la salle un murmure de louanges. Le roi et les reines se souvinrent qu'ils ne s'étaient jamais vus. C'est la deuxième négation de l'extrait, et le ne jamais est une négation partielle. Ensuite, dans la ligne 16, on a « Ils trouvèrent quelque chose de singulier de les voir danser ensemble sans se connaître », avec la préposition « sans » qui vient ici aussi exprimer la négation, en ne se connaissant pas, sans se connaître. Enfin, dans les lignes 17 et 18, on a deux négations qui sont coordonnées. S'ils n'avaient pas bien envie de savoir qui ils étaient, et s'ils ne s'en doutaient point, dans les deux cas, on a une négation totale, ne pas, ne point, et dans le second cas, une formulation soutenue de cette négation totale avec le point au lieu de pas.